Birgit Pépin a obtenu une maîtrise en physique météorologie en 1982 en Allemagne. Elle a enseigné à l'université de Kiel et a travaillé dans un centre de recherche en physique allemand à Hambourg avant de se rendre en France. Partie pour l'Angleterre en 1983, elle a enseigné les mathématiques d'abord dans les collèges d'éducation des adultes. Entre 1989 et 1990, elle a étudié à l'université d'Oxford dans le cadre d'une formation à l'enseignement des mathématiques et a ensuite enseigné les mathématiques dans 11-18 écoles polyvalentes locales et dans une école européenne à Oxford avant de poursuivre des études doctorales. Birgit Pépin est détentrice d'un doctorat en Mathematics Education obtenu en 1998 à l'université de Reading en Angleterre. Elle a étudié les pratiques des enseignants de mathématiques de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne. Récipiendaire d'une bourse, elle a mené une enquête entre 1998 et 2001 sur les manuels de mathématiques et leurs utilisations en Angleterre, en France et en Allemagne. Birgit Pépin a enseigné à Oxford Brook University entre 2001 et 2005. En 2005 et 2009, elle a travaillé à l'Université de Manchester et intervenue dans la formation des enseignants de mathématiques. En mars 2009, elle a été nommée professeure de l'enseignement des mathématiques à University College Sør-Trøndelag à Trondheim, en Norvège. Birgit Pépin est actuellement professeure à Leuven School of Education et à la Technische Université Eindhoven aux Pays-Bas. Ouais, bon, donc, il y a un accent africain dedans. Vous devez aller dessus. Bon, alors, notons que Birgit Pépin a collaboré et collabore toujours avec Trouche et Guedet, les didacticiens des mathématiques français, comme le montrent ses publications. Alors, ce soir, Birgit Pépin vient nous parler des ressources en mathématiques pour l'enseignement des mathématiques et dans l'enseignement des mathématiques. Elle portera un regard sur le travail des professeurs avec les ressources ainsi que les interactions des professeurs, donc individuels et collectifs, en nous faisant voyager de l'univers des manuels scolaires aux ressources vivantes en mathématiques. Alors, sans plus tarder, accueillons la professeure Birgit Pépin. Par ailleurs, vous savez, le GDM, c'est un acronyme pour notre association aussi. GDM, c'est Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. GDM. Alors, c'est international. Ça marche, je crois.
m'excuser si des fois je ne sais pas les mots comme il faut. Le français, c'est ma troisième langue. Et comme l'allemand, c'est ma langue maternelle. L'anglais, j'ai travaillé en Angleterre pendant 26 ans. Alors, ça c'est facile, ça devient facile. Mais le français, des fois, je n'ai pas l'habitude. Quand j'arrive en France, ça vient. Après 3 jours, ça va mieux. Mais au début, des fois, c'est la langue qui... Bon, alors aujourd'hui, je parle des manuels aux ressources vivantes. On regarde sur le travail de l'enseignant de mathématiques avec et pour les ressources. D'ailleurs, Technische Universität, c'est Technical University. C'est-à-dire, on produit que des ingénieurs, je dirais. Alors, c'est à Eindhoven, en Pays-Bas, il y a 3 Technical Universities, 3 universités de technique qui produisent des ingénieurs. Et nous, on est un des 3. Et dans de l'autre côté, peut-être? Oui. Les côtés. Ok. Merci beaucoup. Et bien, dans cette université, nous avons une School of Education, et moi je travaille dans une School of Education pour la formation des profs, des mathématiques, mais aussi des autres sciences, bien sûr ceux qui ne veulent pas être ingénieurs, mais professeurs de mathématiques. Bon, alors, on avance. Ah. Pourquoi David pourquoi? Ça marche ici, mais ça ne vient pas sur l'écran. Et ça marche. Non, c'est ça. Ah, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'était l'anglais. Je connais pas l'anglais. Mais ça, c'est la même chose que j'avais fait. Non, pour vrai, personne ne m'explique. Mais ça marche, mais ça ne marche pas ici. Je ne vois pas les... Juste que ça vient ici et comme ça bouge. Bon. Mais ça ne fait pas, tu sais, quand je bouge. Ouais, Ça marche, on va bien ça se passe. Ah, ça doit être avec toute sorte de trucs, c'est pas... Mais c'est ça, je dis, c'est... Ah. Tu parles de ça? Ok, oui, c'est good. Super, c'est ça, c'est la bonne chance. Ah, super. Faut faire venir les dames. Bon, alors, on recommence la structure de la présentation. D'abord, j'aimerais bien parler sur qu'est-ce que c'est une ressource. Les ressources de mathématiques pour dans l'enseignement des mathématiques. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail et les interactions des professeurs individuels ou collectifs avec les ressources. Après, j'aimerais bien parler un petit peu sur les cadres théoriques, méthodologiques qu'ils ont utilisés pour étudier les interactions des professeurs avec les ressources. Et après, je viens sur les manuels scolaires et le travail des professeurs de mathématiques
parce que les manuels scolaires sont assez importants, pas seulement en France ou en Allemagne ou en Angleterre, mais le Teen Study, par exemple, dit que c'est quand même le plus important objet dans la classe. Et le manuel scolaire, après, on vient des manuels scolaires aux ressources vivantes, c'est-à-dire les manuels scolaires en ligne, les digital textbooks, e-textbooks. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est une ressource? Le mot ressource vient de... Bon, c'est-à-dire le mot français ne vient pas, mais nous, quand on a pensé aux ressources, on a pensé à ça, resourcing, c'est-à-dire de Adler, comme elle a dit en 2000, it is possible to think about a resource as the verb resource, to source again or differently. Bien sûr, ce terme est provocatif, c'est-à-dire il faut penser encore une fois qu'est-ce que ça veut dire une ressource. Une ressource. Maintenant, le terme est associé au processus du travail du professeur de mathématiques. Par exemple, quand les professeurs préparent leurs cours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font là? Le professeur cherche parmi tous les bouquins, les ressources, choisit. Pourquoi choisir tel bouquin, telle ressource? Alors, transforme et organise le matériel pédagogique. Et dans ce processus, utilise plusieurs ressources. Et nous, comme on a été intéressés par ce processus-là, on a édité un special issue dans le ZDM, Resourcing Teachers' Work in Interaction, a collective perspective on resources, their use and transformations. Alors là, c'était 2013. Et là, on a défini ce que nous, on pense, c'est une ressource. Et on a dit que we define mathematics teaching resources as all the resources which are developed and used by teachers and en interaction avec les élèves, in their interaction with mathematics in and for teaching and learning, inside and outside the classroom. Resources are essential for mathematics teachers, and teachers use different kinds of resources which shape the mathematical content presented to and used by pupils, c'est-à-dire les exercices, etc., les activités, in their mathematics learning. Moreover, when appropriating resources, teachers adapt them to their needs and customs. This process of design and interpretation of resources then continues in use, en classe. Hence, transformation is seen as design in use. Ça veut dire, on parle de processus, qu'est-ce qu'ils font les professeurs avec les ressources. Et là, on voit très bien qu'il y a le professeur et son regard sur les ressources. Pourquoi est-ce que le professeur choisit la ressource? Mais aussi, c'est la ressource. Quelles sont les caractéristiques d'une ressource? Ou d'une certaine ressource, je dirais, plutôt. Bon, alors, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que le professeur travaille, utilise les ressources individuellement et collectivement. En formation continue, par exemple, comme à son domicile aussi, le professeur travaille aujourd'hui avec plusieurs ressources pour préparer son cours. Des manuels scolaires, des ressources en ligne, etc. En travaillant avec plusieurs ressources, en les changeant, les adaptant, etc., le professeur développe certaines connaissances. Et les connaissances sur les caractéristiques des ressources mêmes, mais aussi comment les utiliser les plus efficaces. Et ça, bien sûr, ça dépend des professeurs, comment ils veulent les utiliser de telle façon. Mais là, par exemple, en Angleterre, là, cette année, on avait un ARA, une conférence, et il y avait des Américains, bien sûr. Et
Et là, il y a Janine Remilla qui travaille pas mal sur les ressources des mathématiques. Mais il y a pas mal de recherches sur les ressources, sur le design, la création ou la conception des ressources, mais il y a très peu sur les ressources en ligne. Comment est-ce qu'elle est? Bien sûr, les ressources en ligne, ils font partie maintenant des ressources des professeurs, mais je crois qu'on n'est pas tout à fait sûr comment les utiliser, comment les intégrer dans leur travail. Mais ce qui a changé, et là, Janine, elle n'a pas parlé sur ça, mais nous, on a rajouté ça, c'est la technologie et les ressources en ligne, ils sont devenus tellement importants que c'est maintenant, on ne peut pas faire sans parler sur les ressources en ligne. Alors les technologies numériques ont changé les ressources et aussi le changement des ressources, leur utilisation. Par exemple, l'élargissement des types de ressources et de leurs accès. Tout le monde a accès au Google où on peut downloader des ressources. Mais le problème, c'est bien sûr, ce n'est pas la quantité ou l'accès, mais le problème, c'est comment choisir. Comment est-ce que je peux choisir comme professeur quand je prépare mon cours? Comment est-ce que je peux choisir? Comment je choisis? Quelles sont les connaissances que j'en ai besoin pour choisir, pour faire mon cours et peut-être pour changer, pour approprier cette ressource à mon cours. Alors la modification technique, c'est plus facile parce que presque toutes les ressources sont ouvertes. Évolution des modes de diffusion et d'évaluation des ressources ouvertes. Alors il y a un développement qui se passe et tous les jours il y a quelque chose de nouveau. Alors les professeurs, des fois ils ont, comment dire, inondé des ressources même et ils ne savent pas comment travailler avec les ressources. Et la création de communautés en ligne et le développement de leurs interactions. Alors maintenant, vous avez beaucoup de forums, des webinaires, des conférences en ligne, etc. Alors tout ça, c'est à cause de la technologie numérique et ça influence le travail des professeurs de mathématiques, bien sûr. Alors, quelles sont les ressources pour et dans l'enseignement des mathématiques? Bon, on a les textes. On avait eu toujours les textes. Les calculatrices, les ressources en dur, je dirais. On a des vieilles, comme j'ai montré là-bas, mais aussi des nouvelles ressources, comme on a parlé, numérique, les TIC. Du matériel que le professeur utilise, peut-être plutôt au primaire, mais quelques-uns aussi au secondaire, au niveau de collège, et peut-être, ça dépend au lycée, je crois qu'il y a peut-être moins, mais quand même, il y a d'autres matériels. Mais aussi, il y a des ressources personnelles. Quand on demande à un professeur quelles sont vos ressources, bon, c'est aussi il parle aussi des collègues. Hein, des collègues sont une ressource, ils ont peut-être une réunion, mais il faut dire que ça dépend du pays. Par exemple, en France, les professeurs préparent son cours eux-mêmes, à la maison, surtout à la maison. Et par exemple, en Norvège, vous avez chaque jour des professeurs, mais ils restent à l'école jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est-à-dire, ils font leur préparation ensemble et à l'école, au collège. Alors, ça dépend du système, du contexte. Et bien sûr, ça influence sur les professeurs et leur travail, s'ils travaillent seuls ou avec des collègues. Mais aussi, il y a des élèves.
Mais les élèves sont des ressources aussi pour les professeurs. Parce qu'après tout, c'est la connaissance, ce qu'ils ont appris de connaissances que les élèves ont appris, c'est quand même la base pour aller plus loin, pour le professeur. Et après tout, les ressources en ligne et les forums, comme on a parlé, et les nuages informatiques, maintenant, ils ont des conversations on the cloud. Hein? Alors, le cloud qui fait tout. OK. Bon, quels sont les cadres théoriques, méthodologiques qu'on a utilisés ou qui sont utilisés dans la recherche? D'abord, je vous présente le travail de Ghislaine Vivier et l'autre, mes collègues. Et cet article sur l'approche de documentaire, c'était en anglais déjà 2008-2009. Mais ici, nous avons en français, et ça c'est 2011. Mais en anglais, c'est très connu, cette cadre théorique, je dirais. Et ça, c'est basé, comme vous le savez, sur la théorie de Boin et Trouche sur instrumentation et instrumentalisation, qui fait partie qui change une ressource ou des ressources récombinées et avec un schème d'utilisation, et ça fait un document, c'est-à-dire c'est un ensemble des choses. Bien sûr, ça se passe dans un contexte d'une situation et dans un contexte aussi d'une certaine partie de mathématiques, hein. C'est-à-dire on a des ressources différentes. Par exemple, si on enseigne des fractions ou si on enseigne des nombres complexes, etc. Ok, ça c'est Guidé et Trouche, vous les connaissez très bien. Peut-être que vous connaissez un peu moins bien le travail de Janine Remilla. Ça c'est vraiment un nom français, mais elle n'est pas française du tout. C'est une américaine qui habite à Philadelphie. Elle ne prononce pas Janine Remilla, je ne sais pas. Moi je dis toujours Janine Remilla. En tout cas, elle travaille dans le contexte américain, c'est-à-dire il y a le professeur, le teacher, et il y a le curriculum. Et dans le curriculum, bien sûr, vous avez en mathématiques, vous avez des représentations, vous avez des concepts, vous avez des objets, matériaux, etc. Vous avez des structures, etc. Alors, elle a mis tout ça dans le curriculum. Après, c'est le professeur avec ses connaissances. Et là, vous pourrez connaître le travail de Deborah Löwenberg-Ball avec Pedagogical Content Knowledge, etc. Subject Matter Knowledge, etc. Et elle dit, comme Ghislaine et Luc, qu'il y a un participatory relationship, c'est-à-dire il y a une interaction entre le professeur et les ressources, c'est-à-dire le curriculum dans ce cas-là. Hein, c'est-à-dire c'est le professeur influence la ressource et la ressource influence le professeur. Et après, ce qui se passe, c'est le plan curriculum, c'est-à-dire le professeur a préparé le cours, et là, il y a l'enacted curriculum en classe. Et bon, c'est déjà intéressant, je trouve. Maintenant, elle a élargi cette cadre, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de pedagogical design capacity qu'elle a mis là-dedans. Elle a pris ça de Brown de 2009
qui a parlé de pedagogical design capacity, c'est-à-dire la capacité de conception pédagogique, peut-être la traduction. Ça veut dire que le professeur a la possibilité de concevoir ses propres ressources. C'est-à-dire le professeur n'est pas juste le récepteur du curriculum et implementation of the curriculum, mais le professeur a la possibilité de vraiment devenir auteur, designer, créateur des ressources dans le curriculum. Et même créer ou concevoir le curriculum même. Hein, c'est-à-dire les manuels scolaires sont les intended curriculum en anglais. Hein, comme vous le savez, là, il y a TIMSS qui a les étapes, il y a l'intended curriculum, c'était par l'État, il y a les programmes, hein, et les manuels scolaires font partie de l'intended curriculum à peu près, mais assez proche du enacted curriculum. Et enacted curriculum, c'est en classe, et après le troisième pas, c'est attained curriculum, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont compris. Ok, alors ça c'est un deuxième cadre théorique. Et moi, personnellement, à part bien sûr le cadre de guider et push, je suis très intéressée par le design-based research. Parce que je trouve que c'est une méthodologie, peut-être à la même temps, dans un cadre théorique. Et vous le savez que Cobb et Gravemeyer, mais aussi les généralistes comme Acker ont parlé là-dessus. Alors, le design-based research, une définition de Wang et Hanafin, est a methodology aimed to improve educational practices through iterative analysis, iterative, design, development and implementation, based on collaboration amongst researchers and practitioners. La collaboration entre chercheurs et les professeurs. In real-world settings and leading to contextually sensitive design principles and theories. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un développement de quelque chose, de ressources, mais aussi on travaille avec, on produit la théorie. Les caractéristiques, comme Cobb et plusieurs d'autres ont dit, c'est interventionniste, itérative. Il y a des cycles de recherche. Guidé par la théorie, theory-driven, c'est-à-dire quand vous commencez pour préparer du design, créer quelque chose, concevoir quelque chose, c'est la théorie qui supporte ça. Axé sur les processus, process orientated, il y a un mouvement, et visée utilitaire, c'est-à-dire il faut être pratique, il faut être utilitaire, il y a toujours quelque chose qui est très près du besoin de professeurs, par exemple. Bon, ça ce sont les cycles de recherche, la conception ou le design, la réalisation, enactment en classe, analyse, qu'est-ce qui s'est passé avec des outils différents, on mesure bien sûr, après réconception, redesign, et après le cycle suivant continue. Et normalement dans le design-based research, vous avez 3 ou 4 ou plusieurs cycles, je dirais. Et beaucoup de gens disent c'est comme l'action research. Mais action research, c'est vraiment le professeur qui travaille et recherche lui-même. Par contre, le design-based research, c'est le chercheur qui travaille avec le professeur. Alors c'est quand même différent parce que vous avez, quand vous êtes chercheur, vous avez une certaine distance. Vous n'êtes pas toujours dedans. Si vous êtes chercheur et professeur, vous sautez toujours de place et vous changez de point de vue, quoi, je dirais. Ce qui est intéressant et qui est bien théorisé, je dirais, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais quand même, le design-based research, il y a un chercheur à part qui travaille avec les professeurs ou les professeurs, la groupe. Pour vous dire qu'il y a
il y a des cadres théoriques qui sont très très proches au design-based research. Il y a l'ingénierie didactique qui était expliquée par Michel Artic en France. L'ingénierie didactique, ça vient de la France, je crois. Et Bodino, il travaille en Espagne. Et il a essayé de trouver un lien entre l'ingénierie didactique et design-based research. Et lui-même, il a changé l'ingénierie didactique à cause de ce qu'il était intéressé. Il y a plusieurs, plusieurs cas de l'ingénierie didactique qu'il a expliqué. L'ingénierie didactique collaborative, Gérard Saint-Séville, il a écrit là-dessus. Et bien sûr, maintenant, surtout dans les États-Unis, mais aussi en Europe, on est intéressé par le design-based research et le scaling up, c'est-à-dire agrandir. Comment est-ce que, les professeurs sont toujours venus pour la formation continue, mais maintenant on pense, qu'est-ce qu'on fait que ce professeur-là ne vient pas seulement une fois, mais qu'il y a 2 professeurs par école ou par lycée ou par collège qui vient, et c'est peut-être tout cet département ou cette région qui va avoir la formation continue. En Norvège, le ministère de l'Éducation a mis beaucoup d'argent sur la formation continue, et ils ont établi que chaque professeur doit faire la formation continue, peut-être, je ne sais pas combien de fois par an, par 5 ans, et c'est ça. Si vous allez en Chine, là, ils font la formation tous les jours parce qu'ils travaillent dans leur groupe, comme le lesson study, le learning study, ils disent c'est ça. Et si un professeur ne fait pas partie de cette formation, en école, dans la région, après 5 ans, vous n'êtes plus professeur. Vous êtes en administration ou quelque part, mais sans formation continue, vous n'êtes plus professeur. Alors, il y a dans les pays différents appuis sur la possibilité ou l'importance de la formation continue. Design-based implementation research at scale, ça c'est le mot important. Après tout, les manuels scolaires, le matériel pédagogique et le travail du professeur de mathématiques. Je vous présente quelques résultats de recherche, les études qu'on a fait en France, en Norvège, dans plusieurs pays. Ça c'était une étude où nous avons comparé les manuels scolaires, mais aussi leur utilisation par les professeurs de mathématiques en Norvège et en France. Et bien sûr, la France, aussi que la Norvège, ils ont certaines traditions éducatives, je dirais, ou c'est peut-être même culturelles. Et on a regardé l'égalité, c'est-à-dire egalitarian views, dans les bouquins. Et on a trouvé que les traditions éducatives n'influencent pas seulement les programmes nationaux, parce que c'est vraiment ce que les pays, les programmes nationaux, c'est vraiment conçu ce que les pays veulent que les élèves apprennent. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même influencé par les traditions. Pas seulement les programmes nationaux, mais aussi à travers les manuels scolaires d'enseignement en classe. C'est peut-être pas très important, mais ce qui était intéressant, que les manuels scolaires en France et en Norvège étaient tellement importants. Nous, on croyait peut-être qu'ils travaillaient moins avec les manuels scolaires, mais non.
c'est toujours les manuels scolaires où ils regardent quand ils préparent leur cours, etc. Alors, et ce n'était pas les e-resources, pas les ressources très peu, il y en avait quelques. Par exemple, il y avait Inga, la norvégienne, qui travaillait la plupart du temps seule, malgré qu'il y a les heures de formation ou de travail collectif. Ces ressources, elle utilise les manuels, d'autres manuels en bibliothèque, ses propres ressources, aussi en ligne. Elle parlait des idées, des activités, des clips de vidéos. Et là, il y a un Arbeitsplan en Norvège qui, chaque élève a un Arbeitsplan. C'est-à-dire chaque élève a une trajectoire pour chaque sujet, comment il faut travailler, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment individualisé. Et ce sont des professeurs de chaque année ou de la classe aussi, qui produisent ces Arbeitsplans. C'est-à-dire c'est une ressource commune pour tous les professeurs d'une année, c'est-à-dire les professeurs qui travaillent ensemble sur cet Arbeitsplan. Vera, la française, elle regrette l'absence de collaboration entre les professeurs de son collège. Elle nous avait dit qu'elle avait travaillé dans un lycée professionnel et là il y avait beaucoup de collaboration, mais maintenant très peu. Ressource cruciale, c'était son classeur pour chaque classe avec d'autres ressources, des manuels importants. C'était Elise, le manuel scolaire qui est assez connu en France, et Césamat, le manuel en ligne. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le Césamat, mais c'est très connu en France. Et d'une manière ou l'autre, chaque professeur utilise, je dirais, le Césamat. Vera avait choisi le Césamat à cause de son format numérique,